cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Merci d'avoir choisi la télévision Dunia pour vous informer. C'est une circulation fluide et des conducteurs totalement à l'aise au volant de leur voiture. Page inter de cette édition. Voilà Hugo Chavez quand il s'agit de parler en public. Ces déclarations ont fait le tour du monde. Voilà, ici se referme ce journal. Cérémonie d'ouverture d'une conférence à l'université Abdou Moumouni de Niamey, présidée par le ministre de la Justice. Conférence tenue en prélude à la journée mondiale de l'esclavage avec pour thème Femmes Walia, actes religieux ou pratiques coutumières. Rencontre ce matin à Niamey des ministres des Mines des pays membres de l'autorité du développement intégré du Liptako Gourma. Objectif, s'imprégner des difficultés du secteur. À Agadez, les préparatifs de la rentrée scolaire du primaire vont bon train. Toutes les dispositions ont été prises pour une rentrée réussie, nous dira notre correspondant local. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information en prélude donc à la journée mondiale de l'esclavage commémorée chaque 28 septembre. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, a procédé à l'ouverture d'une conférence à l'université Abdou Moumouni Diofo de Niamey. Objectif, sensibiliser la population sur les conséquences de la traite des personnes, notamment le cas de la femme Wahia ou cinquième épouse. Compte rendu Hervé Alalé et Sambo Zamon. Pour éradiquer un tant soit peu le phénomène de la traite des personnes et de faire face aux conséquences néfastes qu'il engendre au sein de notre société, une conférence de débat dont le thème est intitulé « Femme Wahia ou cinquième épouse, actes religieux ou pratiques coutumières » est initiée par le ministère de la Justice en partenariat avec Oxfam et l'Union européenne. Elle vise à sensibiliser la population sur les conséquences de la traite des personnes et de trouver des voies et moyens pour mettre fin à ce fléau qui a longtemps perduré dans notre société. Procédant à l'ouverture de cette conférence, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, n'a pas manqué de montrer la gravité du phénomène de la traite de personnes. La traite des personnes est une des plus grandes criminalités de notre temps. Après juste le trafic de drogue et le trafic d'armes, et procure aux personnes qui la pratiquent d'énormes ressources. C'est en termes de milliards de dollars. C'est un crime odieux aux dimensions bien sûr nationales et internationales, comme toutes les criminalités organisées. Les victimes sont recrutées et amenées d'un pays ou d'une région à l'autre par des trafiquants qui utilisent la tromperie ou la contrainte. Privés de leur liberté de mouvement, de leur liberté tout court, les victimes sont soumises à différentes formes de maltraitance physique et psychologique, comme l'atteste bien le témoignage de Geika. La traite des personnes se présente sous plusieurs formes, mais les plus répandues sont le travail forcé, principalement des enfants en ajustement d'aller à l'école, et l'exploitation sexuelle des femmes et des jeunes filles. Pour le ministre, la lutte contre ce fléau ne doit pas être une lutte personnelle et individuelle, mais plutôt collective. La traite des personnes, comme je le disais tantôt, ne devrait pas être l'affaire des seules institutions étatiques, mais l'apanage de tous et de chacun. C'est pour cette raison que j'invite tous les citoyens à participer à la conférence inaugurale. D'abord, de ces manifestations dont le thème est la femme Wahia ou cinquième épouse, actes religieux ou pratiques coutumières. Au cours de cette conférence débat, les participants seront soumis à des travaux de groupe et d'ateliers, ce qui leur permettra
de dégager des idées claires et de trouver des voies et moyens pour endiguer ce phénomène. Hier après-midi, au Palais des Congrès de Niamey, des travaux de l'atelier de validation de la politique nationale justice et droits humains. Des travaux sanctionnés par plusieurs recommandations. Le point avec Murtala Zouberou et Soumaïla Dandi. Après 3 jours d'intenses travaux, l'atelier de validation de la politique nationale de justice et droits humains et de son plan d'action initié par le comité de suivi des conclusions et recommandations a pris fin. Après présentation du rapport général des travaux, les participants ont formulé plusieurs recommandations et adressé plusieurs remerciements. Les participants à l'atelier recommandent au gouvernement de majorer substantiellement le budget alloué au ministère de la Justice afin de pouvoir faire face aux coûts prévisionnels annuels du plan d'action décennal de la politique nationale justice et droits humains. À l'endroit des PTF, les participants lancent un appel aux partenaires techniques et financiers pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre de cette politique. Motion de remerciement. L'ensemble des participants à l'atelier adressent leurs sincères remerciements et profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, porte-parole du gouvernement, pour son leadership dans le processus qui a conduit à la réalisation de cet atelier. Aux honorables chefs traditionnels pour leur présence effective et leur assiduité aux travaux de l'atelier. Procédant à la clôture des travaux, le ministre de la Justice s'est dit très heureux de la validation d'un tel document qui donnera vie à la justice nigérienne. Vos conclusions ont largement répondu aux attentes que j'exprimais dans mon allocution d'ouverture, c'est-à-dire doter notre pays d'une politique nationale justice et droits humains et d'un plan d'action pour sa mise en œuvre sur une période de 10 ans pour un budget prévisionnel supportable pour notre pays et ses partenaires. Vos travaux ont débouché sur les principaux axes ci-après, tous articulés autour de l'urgence à donner à notre pays l'ensemble des moyens lui permettant d'administrer une justice crédible et accessible. Ces moyens sont des infrastructures et équipements adéquats, des institutions et textes appropriés, des ressources humaines diversifiées en quantité et en qualité conformes aux normes internationales, de la prise en charge de la dimension droits humains dans la politique nationale justice et d'un système de pilotage multisectoriel et opérationnel. Les conclusions issues de cet atelier vont sans nul doute permettre à la justice de se rapprocher encore davantage des justiciables et de sauvegarder sa crédibilité. Tourisme et développement communautaire, c'est le thème de la commémoration du 35e anniversaire de la Journée mondiale du tourisme édition 2014. À cette occasion, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat a livré ce matin un message. Madame Yahya Bariawa Abdou, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, que je vous invite à suivre. Le thème de cette année souligne que les possibilités offertes par le tourisme aux communautés du monde entier ainsi que le rôle joué par celles-ci dans le développement d'un tourisme durable. Ce thème de la Journée mondiale du tourisme tombe à point pour alimenter le débat sur la contribution du tourisme aux objectifs du développement durable, le programme de développement des Nations Unies pour l'après 2015 qui accorde une grande priorité à la participation locale. La Journée mondiale 2014 entend attirer plus particulièrement l'attention sur le rôle du tourisme au service du développement communautaire, une des composantes d'un avenir plus durable pour tous. Comme l'a affirmé le secrétaire général de l'OMT, M. Taleb Rifai, dans son message officiel pour la Journée mondiale du tourisme, je cite, « Chaque fois que nous partons en voyage, que nous prenons un taxi sur le lieu de destination ou que nous achetons des produits d'origine locale sur un marché de petits producteurs, nous contribuons à une longue chaîne de valeur qui crée les emplois, assure des moyens de subsistance, renforce les capacités d'intervention des communautés locales et en fin de compte ouvre de nouvelles perspectives pour un avenir meilleur. Le tourisme ne peut prospérer que s'il mobilise la population locale
en contribuant à des valeurs sociales telles que la participation, l'éducation et l'amélioration de la gouvernance locale. Parallèlement, on ne peut parler de développement touristique véritable si celui-ci met à mal, d'une façon ou d'une autre, les valeurs et la culture des communautés d'accueil, aussi les avantages socio-économiques apportés par le secteur du tourisme ne se propagent pas jusqu'au niveau communautaire. Fin de citation. Sachant que les arrivées de touristes internationaux ont atteint le chiffre record du milliard 300 millions en 2013, le moment est venu de s'engager en faveur d'un secteur touristique plus durable afin de protéger notre avenir commun et de promouvoir le développement des communautés locales par le tourisme. Le tourisme, dont le triptyque est paix, culture, développement, est une activité économique reposant sur les personnes et sur l'interaction sociale et se présente sous diverses formes. Ainsi, les projets de tourisme communautaire qui existent à travers le monde ont permis de démontrer que le secteur apporte des solutions rationnelles aux problèmes de développement socio-économique des zones touristiques au bénéfice des populations locales. Pour preuve, l'écotourisme, cette forme de tourisme qui apporte des retombées bénéfiques certaines aux communautés locales, constitue un véritable instrument pour combattre la pauvreté et favoriser le développement durable. Au Niger, la pratique de l'écotourisme dans les zones du parc du W, des girafes de Kouré, des hippopotames d'Aïrou et la réserve nationale naturelle de l'Aïre du Ténéré a permis l'amélioration du niveau de vie des populations locales, la création de nombreux emplois, la création de petites et moyennes entreprises liées au tourisme, l'apport de ressources diverses aux régions concernées et enfin la contribution sensible à la stabilité sociale. Les autorités de la 7e République accordent une place importante au tourisme qui va désormais jouer le rôle qui est le sien. Cette volonté politique est clairement ressortie dans les différents documents d'orientation nationale. Dans cette optique, l'Organisation mondiale du tourisme et l'Organisation des Nations unies recommandent aux différents États de promouvoir l'écotourisme aux fins de l'élimination de la pauvreté, de la protection de l'environnement et de veiller à une bonne gouvernance du tourisme durable. Mesdames, Messieurs, chers professionnels du tourisme et de l'hôtellerie, le 35e anniversaire de la Journée mondiale du tourisme me donne l'occasion de demander aux professionnels du secteur, aux autorités municipales et à la population de se mobiliser pour l'avènement d'un tourisme responsable, accessible à tous et soucieux du développement des communautés des zones d'activité concernées. Face à la responsabilité qui leur incombe, j'invite chacun d'entre vous à développer le tourisme intérieur pour faire découvrir les merveilles touristiques de notre pays. Pour l'heure, mon département ministériel s'attelle à la poursuite de la mise en œuvre du programme de renaissance du Niger de son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, la poursuite de la mise en œuvre du plan de développement économique et social et du plan d'action du ministère du Tourisme et de l'Artisanat 2011-2015, basé sur le contenu de la déclaration de politique générale de son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre, chef du gouvernement. Vive le tourisme, facteur de développement communautaire. Vive le Niger. Je vous remercie. Les ministres en charge des mines des pays membres de l'autorité du développement intégré de la région du Liptako-Gourma étaient en conclave ce matin au palais des congrès de Niamey, placé sous la présidence du ministre nigérien en charge des mines et du développement industriel. Cette rencontre permettra d'apprécier des propositions des experts, mais également de prendre de meilleures décisions relatives à la sécurité et l'environnement au niveau des exploitations minières des pays membres. Je vous propose de suivre un extrait du discours prononcé à cette occasion par le ministre d'État, ministre des Mines et du Développement industriel, Omar Hamidou Tchana. L'autorité de développement intégré de la région de l'Iptako-Gourma, faut-il le rappeler, est une organisation intergouvernementale créée le 3 décembre 1970 par le Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Son objectif est de lutter contre la pauvreté par la mise en valeur des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agropastorales et piscicoles dans les limites de la zone du Liptako-Gourma.
Le sous-sol de ces pays renferme un important potentiel minier, dont la mise en valeur devrait nécessairement passer par des efforts supplémentaires, tant au niveau des membres qu'au niveau de l'ALG. C'est pourquoi, aussitôt après sa création, avec l'appui des partenaires techniques et financiers de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies et pour le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, l'ALG a élaboré en 1973 un programme de développement minier. Grâce à ce programme, des travaux importants de géophysique aéroportée, de cartographie géologique et de prospection géochimique régionale et stratégique de la région de Liptako-Gourma ont été réalisés. De même, l'ALG, en collaboration avec les services techniques des pays membres, a initié d'autres actions, notamment l'harmonisation des cadres législatifs et réglementaires, l'encadrement et le développement des exploitations minières artisanales à petite échelle, ainsi que la recherche de financement pour le secteur. C'est depuis 1985 que l'ALG organise régulièrement la réunion des responsables des services géologiques et miniers des pays membres. Ces rencontres constituent un cadre idéal de concertation, de réflexion, d'échange d'expériences et d'informations pour mieux appréhender les multiples problèmes et défis du secteur minier, ainsi que contribuer à sa promotion pour un développement durable des pays membres. Mesdames et Messieurs, honorables invités, la présente rencontre nous permettra, en tant que premier responsable de ce secteur, de nous imprégner des difficultés que vit le secteur et cibler les réflexions devant permettre de trouver les solutions appropriées. En effet, notre rencontre nous permettra d'apprécier les propositions de nos experts et de prendre les décisions les meilleures relatives, entre autres, à la sécurité et l'environnement au niveau des exploitations minières, à l'usage des produits dangereux dans les exploitations minières artisanales et à petite échelle, à la gestion des titres miniers et aussi à la mise en œuvre de projets miniers au sein de notre Union. Lancement ce matin au Grand Hôtel de Niamey des activités du programme Feed the Future Sorghum and Millet Innovation Laboratory. Objectif, améliorer la qualité du sorgho et du mil afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Isdor Banaba et Jamilou Oumar. Le mil et le sorgho constituent l'essentiel des céréales alimentaires au Niger. Leur culture est pratiquée par plus de 80% de la population. Pourtant, le pays est régulièrement soumis à des crises alimentaires dues à la faible productivité agricole. La situation alimentaire de notre pays et celle des autres pays également sahéliens de la sous-région reste caractérisée par une instabilité interannuelle avec de fréquents déficits céréaliers occasionnés, entre autres, par l'emploi de variétés peu productives et la faible adoption des variétés améliorées dans un contexte environnemental naturel qui reste marqué par l'existence de facteurs lourds et contraignants qui pénalisent ainsi les performances de productivité de ces deux cultures. Cela explique en grande partie les crises alimentaires récurrentes enregistrées ces 10 dernières années. La modernisation de la culture du sorgho et du mil est donc primordiale pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire du pays. C'est justement dans ce cadre que le Niger, avec deux autres pays africains, vient de bénéficier d'une enveloppe de 13 millions de dollars de l'USAID dans le cadre de la mise en œuvre d'un programme dénommé Feed the Future Sorghum and Millet Innovation Laboratory, dont le présent atelier constitue le lancement officiel des activités. Ce programme vise à augmenter la croissance agricole par l'amélioration de la productivité et des capacités d'investissement des producteurs, le développement des marchés et la création d'emplois. Il vise également l'amélioration de l'état nutritionnel de la femme et de l'enfant en mettant à leur disposition des produits variés. Cela permet d'accroître la résilience de la communauté et des ménages vulnérables.
Pour l'Institut spécialisé dans la recherche agronomique, le lancement des activités de ce programme est l'aboutissement des efforts consentis dans le domaine de la recherche agronomique. Cette occasion consacre effectivement et fait suite à la mission il y a à peine 1 an, 2 mois, que son Excellence M. Brigitte Raffini a conduit aux États-Unis dans le cadre du renforcement de notre institution, effort qui a eu une oreille attentive par le peuple américain, qui a décidé en tout cas un retour en force de la coopération qu'on a avec l'USAID et principalement dans le domaine de la recherche agronomique. Le programme Feed the Future Sorghum in Millet Innovation Laboratory a pour objectif principal l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire et nutritionnelle au Niger. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique a procédé cet après-midi à la proclamation des résultats de l'examen unique de certification en santé, session de septembre 2014. Des résultats jugés satisfaisants sur l'ensemble du territoire national. Docteur Idrissa Maïga Mahamadou, que je vous propose de suivre. À l'issue des épreuves théoriques et pratiques, les résultats définitifs se présentent ainsi qu'il suit. 1926 candidats autorisés aux épreuves théoriques et pratiques, 41 absents, 1885 se sont présentés aux épreuves théoriques et pratiques, 1744 candidats admis à la certification, 141 candidats ayant échoué, soit un taux global de réussite de 92,52%. Ces différents résultats sont répartis par centre ainsi qu'il suit. Centre d'Agadez. Sur 69 candidats présentés à l'obtention du diplôme d'agent de santé de base, on relève 67 admis, soit un taux de réussite de 97,10%. Centre de DIFA. Sur 10 candidats présentés à l'obtention du diplôme d'agent de santé de base, on note 10 candidats admis, soit un taux de réussite de 100%. Centre de Dosso. Sur 31 candidats présentés à l'obtention du diplôme d'agent de santé de base, on note 30 candidats admis, soit un taux de réussite de 96,77%. Centre de Maradi. Sur 181 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 90,06%, dont agents de santé de base, 144 candidats admis sur 146 présentés, soit un taux de réussite de 95,89%. Infirmiers diplômés d'État, 22 candidats admis sur 30 présentés, soit un taux de réussite de 64,71%. Sage-femme diplômée d'État, une candidate admise sur une présentée, soit un taux de réussite de 100%. Centre de Niamey. Sur 1084 candidats présentés, on note un taux de réussite de 92,62%, dont agents de santé de base, 693 candidats admis sur 745 présentés, soit un taux de réussite de 93,02%. Infirmiers diplômés d'État, 172 candidats admis sur 196 présentés, soit un taux de réussite de 87,76%. Sage-femme diplômée d'État, 83 candidates admises sur 87 présentées, soit un taux de réussite de 95,40%. Technicien de développement social, 13 candidats admis sur 13 présentés, soit un taux de réussite de 100%. Technicien de laboratoire, 43 candidats admis sur 43 présentés, soit un taux de réussite de 100%. Centre de Tawa,
Sur 72 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 98,61%, dont agents de santé de base. 59 candidats admis sur 59 présentés, soit un taux de réussite de 100%. Infirmiers diplômés d'État. 12 candidats admis sur 13 présentés, soit un taux de réussite de 92,31%. Centre de Tillabéri. Sur 15 candidats présentés à l'obtention du diplôme d'agent de santé de base, on note 15 candidats admis, soit un taux de réussite de 100%. Centre de Zender. Sur 423 candidats présentés, on note un taux global de réussite de 90,78%, dont agents de santé de base. 283 candidats admis sur 317 présentés, soit un taux de réussite de 89,27%. Infirmiers diplômés d'État. Un candidat admis sur 3 présentés, soit un taux de réussite de 33%. Sage-femme diplômée d'État. 0 candidate admise sur 1 présentée, soit un taux de réussite de 0%. Technicien d'hygiène et d'assainissement. 14 candidats admis sur 15 présentés, soit un taux de réussite de 93,33%. Licence en soins infirmiers option IDE, 75 admis sur 76 présentés, soit un taux de réussite de 98,68%. Licence soins infirmiers option sage-femme, 11 admises sur 11 présentées, soit un taux de réussite de 100%. Concernant les mentions, il y a une mention honorable ASB NSP de Niamey, 6 mentions excellentes ASB, 1 pour EPP FAN, 1 pour Espace Niamey, 1 pour IPSP Niamey, 2 pour IPCSP Tawa, une mention excellente licence IDE à l'NSP de Zender, 233 mentions très bien, 576 mentions bien, 584 mentions assez bien, 345 mentions passables. Suite de ce journal, la cérémonie ce matin au gouvernorat de Niamey de la remise des moyens de communication au profit du poste de commandement mixte de la région de Niamey. Objectif, aider les forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Compte rendu Omar Hamma et Soumaila Dandi. Améliorer la sécurité des personnes et des biens en renforçant entre autres les capacités de la justice et des forces intérieures dans la lutte contre le terrorisme, la criminalité organisée et le trafic. C'est l'objectif de cette cérémonie de remise de moyens de communication au profit du poste de commandement mixte de la région de Niamey. Une initiative du programme d'appui à la justice et à l'état de droit, PAGET 2, entièrement financé par l'Union européenne. Le gouverneur de la région de Niamey a adressé ses remerciements à l'Union européenne pour ses multiples efforts au profit de notre pays. La région de Niamey, par ma voix, vous souhaite la chaleureuse bienvenue et félicite très vivement le PAGED et à travers le projet l'Union européenne pour sa précieuse contribution à l'amélioration du climat sécuritaire et la préservation des droits humains sur notre territoire. Nos forces de sécurité intérieure assurent à nos vaillantes populations la quiétude sociale et la paix malgré un environnement sous-régional perturbé. Mesdames et messieurs, avec l'équipement complet de notre salle de réunion, nous voilà réunis ce vendredi pour recevoir cet important lot de matériel de communication qui ne fera que renforcer davantage notre capacité d'anticipation et d'action en maintien de l'ordre et préservation de la sécurité. Soyez rassurés, monsieur le directeur de cabinet et monsieur le représentant de l'Union européenne, que ces précieux matériels seront utilisés à bon escient et dans les règles de l'art.
Le représentant de la délégation de l'Union européenne a expliqué l'essence de cette coopération entre son institution et le Niger. Il s'agit notamment de la dotation en matériel performant de transmission, la réhabilitation de la salle radio et l'équipement de la salle de réunion. Permettez-moi de rappeler que le PAGET 2 est un élément clé du soutien de l'Union européenne aux efforts du gouvernement du Niger pour le renforcement du secteur de la justice et la consolidation de l'État de droit. Il comporte un important volet sécurité qui s'inscrit dans une logique partagée avec le Niger, préconisant que la sécurité des citoyens garantie par l'État soit une condition nécessaire au développement socio-économique. Le directeur de cabinet du ministre de la Justice a pour sa part rassuré les partenaires quant à la bonne utilisation de ces matériels. Ainsi, les capacités opérationnelles du poste de commandement mixte de la région de Niamey, dans ces missions combien complexes, viennent d'être renforcées avec des moyens de communication qui lui sont propres et un réseau autonome pour la couverture de ces activités. Et comme vous le voyez, mesdames et messieurs, ces importants appuis tombent à point nommé car ils interviennent dans un contexte social caractérisé par la montée d'un fanatisme enrobé du manteau de la religion. Aussi, Monsieur l'ambassadeur, me permettriez-vous de vous remercier en leur nom pour les appuis multiples et multiformes que vous ne cessez d'apporter au cadre d'intervention et aux forces de sécurité de notre pays en renforçant leurs capacités et en améliorant leurs conditions de travail. Monsieur le gouverneur de la région de Niamey, je souhaite que vos éléments du poste de commandement fixe fassent un bon usage des matériels de communication de dernière génération que l'Union européenne vient de mettre à votre disposition. Cet important don de moyens de communication composé de plusieurs accessoires de dernière génération permettra sans nul doute de renforcer les capacités de nos vaillantes forces de défense et de sécurité et de relever les défis sécuritaires. Lancement ce matin de la caravane campagne publique de partage du rapport annuel de l'arrondissement communal Niamey et 4. Une campagne qui va durer 5 jours. Compte rendu Halima Abdou, Issa Hassan. Il s'est agi pour le programme Paix à travers le développement par cette activité de procéder au lancement de la campagne publique de partage du rapport annuel 2013 de l'arrondissement communal Niamey 4. Un atelier qui vise à informer les leaders d'opinion, les jeunes, les acteurs de la société civile et la communauté sur la mission de la mairie. Mobiliser et renforcer des acteurs de la commune pour une contribution plus accrue sur le terrain autour de la question de la citoyenneté responsable. Faire un plaidoyer auprès de l'État et les bailleurs de fonds afin de mieux les impliquer dans le développement communal. Créer un cadre de concertation sur la paix entre toutes les parties prenantes afin d'anticiper sur les menaces potentielles et d'identifier des actions préventives et curatives. Tous ces objectifs visent afin à consolider et à maintenir un environnement socio-culturel sain en vue de favoriser un développement socio-économique durable. La première vice-maire, se réjouissant du choix porté sur son arrondissement communal, a formulé le vœu de voir ces genres d'initiatives se pérenniser. Cet atelier abordera les différentes actions de l'arrondissement communal, contribuera sans doute à promouvoir le partage des informations, renforcer et améliorer la relation entre la mairie et les populations pour une meilleure implication à tous les acteurs dans les actions de développement. Nous souhaitons que ce genre d'appui soit continuel et élargi dans d'autres domaines de la gestion communale. Cette campagne de partage qui va durer 5 jours au niveau de l'arrondissement communal Niamey 4 va contribuer à améliorer l'implication de tous les acteurs dans les actions de développement. À Agadez, les préparatifs de la rentrée scolaire du niveau primaire vont bon train. Au niveau de la direction régionale de l'enseignement primaire d'Agadez, donc, où une de nos équipes s'est rendue, les préparatifs sont bouclés avec la réception et la mise à la disposition des inspections départementales des fournitures scolaires ainsi que le personnel enseignant. Compte rendu de notre collaboratrice Ramatou Bouabari.
Les top départs. Voilà ce qu'attend la région d'Agadez pour effectuer la rentrée scolaire 2014-2015 du niveau primaire prévu pour le 1er octobre prochain. Crissement des caisses et froufrou des cartons, dans les magasins de la direction régionale de l'enseignement primaire règne une ambiance de fourmilière avec le colisage et l'acheminement du matériel scolaire dans les différentes inspections de son ressort. Dotation des cahiers, règles, seaux d'eau, boîtes d'écran, stylos, aucun détail n'est omis lors du passage à revue du matériel effectué par le gouverneur de la région d'Agadez en compagnie du directeur régional de l'enseignement primaire qui a affiché une mise en ordre complète des préparatifs de la rentrée. Donc, par rapport à la rentrée scolaire, je peux vous dire que tout va bien, tout se déroule donc dans de bonnes conditions. Si nous prenons le volet fourniture scolaire, l'État donc nous a envoyé une quantité très importante donc de fournitures scolaires que ces fournitures ont été dispatchées au niveau des différentes directions régionales. À l'heure actuelle, toutes les inspections, j'allais dire que toutes les directions départementales ont reçu leur répartition et ont commencé à prendre donc leurs fournitures et que je pense, Inch'Allah, d'ici la rentrée, d'ici le 1er octobre, ces fournitures donc, seront donc dans les mains donc, de chaque élève donc, de notre donc, entité. Par rapport donc aux ressources humaines, je peux vous dire que cette année, nous avons recruté 253 enseignants contractuels nouveaux. Ces 253 enseignants ont été repartis aussi donc par direction. L'État nous a donné tous les moyens nécessaires pour que ces fournitures et ces enseignants donc, soient acheminés. À l'heure où je vous parle, l'affectation des enseignants contractuels donc, a été déjà donc, effectuée. Nous avons, mais bien avant, donc, reçu au niveau national les enseignants affectés donc, au niveau de la région. Et ça aussi, donc, on a fait donc, leur affectation. Outre les fournitures scolaires, c'est aussi l'affectation à ressources humaines et aussi financières pour l'acheminement du matériel dans les différentes localités de la région que le gouvernement a mis à la disposition de l'administration scolaire régionale. Les fournitures ont été donc placées, l'argent donc les moyens placés. Donc c'est comme ce que je vous ai dit, c'est-à-dire c'est compte tenu de l'engagement et de la volonté du président de la République qui il a mis les 25% du budget national de l'éducation. La preuve, elle est là. La balle est désormais du côté des parents d'élèves, a indiqué le responsable régional de l'enseignement qui les a appelés à envoyer leurs enfants à l'école dès le 1er octobre. Restons toujours dans la région d'Agadez où dans le cadre des festivités marquant la 50e édition de la cure salée, PDF 2 en collaboration avec l'OIM a mené plusieurs activités visant à créer la cohésion sociale entre les communautés, à freiner le phénomène de migration et surtout à accroître la résilience de ces communautés à faire face aux idées extrémistes qui menacent la zone. Compte rendu Ramide Alassane, Babalei Amazaghi. Saisissant l'opportunité offerte par la 50e édition de la Cure salée d'Ingal, PDF 2, en collaboration avec l'OIM, ont mené diverses activités sur le site des manifestations et dans la ville d'Ingal. Il s'agit, à travers ces activités, de passer des messages afin d'accroître la résilience des communautés face à l'extrémisme violent, de freiner le flux de migration clandestine et de créer les meilleures conditions d'une cohésion sociale durable. Aussi, il a été organisé une conférence débat ayant pour thème la problématique de l'emploi des jeunes et les méfaits de la migration clandestine dans les régions d'Agadez et Tawa, tenue dans la salle de réunion de la mairie d'Ingal. Cette conférence est animée par deux personnalités du terroir férues du sujet, dont le président du conseil régional de Tawa, M. Ilou Adamou, et Mohamed Anakou, président de l'association des régions du Niger. Maintenant, le problème qu'il y a, mes chers amis du PDF, nos jeunes ne savent pas comment chercher du travail. Ils ne savent pas. Ça, c'est un problème. Vous allez voir des jeunes diplômés qui sont avec leur diplôme, mais ils ne savent pas comment trouver du travail. Donc voilà l'une des problématiques que nous avons au niveau de nos régions. Je vais laisser tout à l'heure le président d'Ottawa, il va nous dire un peu ce qui se passe chez eux. Mais à Agadez, nos jeunes ne savent pas chercher du travail. Ce n'est pas qu'ils ne savent, mais il faut qu'on leur apprenne
comment il faut faire pour accéder à un emploi. Nous avons des sociétés minières, nous avons des entreprises, nous avons une jeunesse qui peut travailler, mais qui n'a aucune formation. Et les entreprises ne peuvent pas vous recruter si vous n'avez pas de formation. Donc c'est pour cela que nous saluons la phase formation de la jeunesse. On a toujours posé des doléances au niveau de la région d'Agadez. Nos jeunes là, nous interpellent tous les jours. On a des sociétés, on n'a pas de travail, on ne comprend pas, on ramène les gens du sud, etc. Voilà la problématique ici. Et quand on va voir les sociétés, ils nous disent mais vos jeunes ne savent rien faire. Donc voilà, c'est ça qu'il faut concilier. Retenons que les activités menées par PDF2 en collaboration avec l'OIM sont caractérisées par des séances de projection de films en cinéma mobile sur grand écran et la présentation des spectacles de théâtre sur le site de la Cure-Salée et dans la ville d'Ingal. Profitant de la présence massive des jeunes, l'OIM et PDF2 ont passé des messages mettant en nu les conséquences néfastes de l'immigration clandestine et de l'extrémisme violent. De sport pour clore ce journal avec la finale du tournoi Maracana du quartier Nouveau Marché qui s'est joué hier après-midi dans l'enceinte du parc du Nouveau Marché. Les temps forts avec Al-Mustafa Diakité et Moukela Tidjani. Ils sont au total 8 équipes à se lancer à l'assaut de la coupe de la première édition du tournoi du Maracana du quartier Nouveau Marché. Durant 2 semaines, ces jeunes issus du 3e arrondissement ont challengé autour du ballon rond qui arrive à son point d'orge avec cette finale qui oppose Barcelone à Marco Polo, organisée par le centre de formation Matassa sous l'appui financier de Amanakash. Ce tournoi vise à détecter les jeunes talents. Nous rendons grâce à Allah qui nous a permis d'arriver au terme de ce tournoi organisé par le centre de formation des jeunes Matassa Sport en partenariat avec le groupe Amanakash. C'est le lieu de remercier toutes les équipes qui ont participé et leur signifier qu'aucune d'elles n'a démérité, que seul le son a choisi le finaliste de ce soir. Et qu'il trouve ici toute notre gratitude et encouragement. Enfin, notre souhait le plus vif et ardent que cette finale qui nous regroupe ici traduise le fair play, l'attitude positive pour laquelle nous voulons édifier et pérenniser ce tournoi dans la communauté urbaine de Niamey. Cette finale qui a mis à la prise les 2 meilleures équipes du tournoi a égayé le public tout au long du temps réglementaire avec un football de haut standing. Au coup de sifflet final, c'est Marco Polo qui prend le dessus avec 4 buts au compteur contre 1 pour Barcelone. C'est une joie pour nous parce que les enfants ont répondu, parce que moi je suis leur coach, j'ai participé au jeu parce que j'ai envie de jouer pour remporter la coupe. Je les ai promis, Inch'Allah on aura la coupe, c'est pour cela que je suis venu participer pour jouer. Ainsi, Marco Polo s'arroge la coupe de la première édition de Maracana et s'en sort avec une coupe, 10 t-shirts, 10 maillots d'entraînement, un téléphone portable Airtel Niger, plus un solde de 30 000 francs de M-Koudi. Quant au deuxième, il reçoit 10 t-shirts, 10 maillots d'entraînement, un téléphone, plus un solde de M-Koudi. A noter que le sponsor et le meilleur spectateur ont été récompensés. Ça n'est fini pour la première édition. Vivement à la prochaine. Point final de ce journal. Merci de l'avoir suivi et passé d'excellents moments en compagnie des programmes de la télévision Dunia TV. Au revoir.